Ce soir, nous poursuivons notre cycle du logement. Après avoir reçu Yves Ballot, Patrick Hernandez et les journalistes de la revue A+T, Aurora Fernandez-Père et Javier Moza, la semaine dernière. C'est toujours l'actualité de la loi Elan qui nous réunit ce soir. Le projet de loi Elan sur l'habitat qui porte l'ambition de construire plus et moins cher a suscité l'interrogation légitime des architectes quant à la qualité des constructions à venir, mais aussi du rôle de l'architecte dans le processus de fabrication de l'habitat. Donc le challenge de faire vite, pas cher, mais de qualité, on va essayer de voir ensemble si on va pouvoir le relever. La maison d'architecture 308 a voulu, au travers un cycle de conférences, donc faire appel à des personnalités confirmées du monde de la construction pour faire état des démarches architecturales de qualité dans la conception et la réalisation de l'habitat contemporain. C'est ainsi que tous les mercredis du mois de juin, donc nous recevons des architectes, des journalistes, des critiques d'architecture qui viendront présenter une démarche de projet, une vision personnelle et construite, fruit de sa propre expérience de la qualité attendue d'un projet d'habitat viable et durable. Donc, nous, Maison d'architecture, nous avons une vocation culturelle. Nous avons voulu être démonstratifs et à travers... par ce biais-là, montrer ce que font les architectes tous les jours pour l'habitat et les usagers de ces habitats, parallèlement aux actions que mène l'Ordre des architectes, représenté ici par sa présidente, donc Virginie Gravière, qui essaye de voir comment on peut intervenir pour... que la loi qui maintenant va passer va pouvoir être accompagnée et que l'impact sur la qualité finalement des logements soit pas négatif. Voilà. Mais il faut positiver. On va voir encore ce soir ce que c'est qu'une architecture de qualité et le rôle qu'on peut vraiment réellement avoir et qu'on ne peut pas se passer de nous, je pense. Donc, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Jean Harary, qui, en cohérence avec le thème de la densité et de l'intimité de la semaine dernière, va nous parler de donner forme urbaine à l'étalement. Jean Harary a créé l'agence Standard, atelier de production des idées réunies avec Patrick Bouchin, Rémi Deroche et Jacques Gerbet en 1981. Je suis bien renseignée. Il est devenu l'architecte municipal, directeur des études de l'atelier public d'architecture et d'urbanisme de Blois entre 1989 et 1997. Dans ce cadre, il a procédé à la conception et la réalisation de l'antenne universitaire et de la bibliothèque municipale Abbé Grégoire de Blois, qui a reçu en 2017 le label Patrimoine du XXe siècle, décerné par le ministère de la Culture. Il exerce avec Aline Harary à Paris depuis 1986. Ils ont obtenu ensemble l'équerre d'argent en 2016 dans la catégorie Habitat pour 49 logements à Sceaux-les-Chartreux. J'espère que je prononce correctement. Il est enseignant de projet à l'école d'architecture Paris-La Villette. Je ne sais pas si vous continuez. Moi, mes informations s'arrêtent à 2017. C'est dommage. Donc, raison de plus pour profiter ce soir d'un cours magistral qu'on va avoir, j'espère. L'activité de projet de l'agence est essentiellement centrée sur l'habitat social et les équipements publics. Et ce qui est édifiant, qui résume, je pense, parfaitement l'attention que porte cette agence au logement, ce sont les thèmes de classement des projets sur leur site internet qui m'a interpellée, qui sont de l'îlot à l'immeuble, fabriquer des tissus, l'éloge de l'intériorité et le sens des lieux. Donc, je vous demande d'accueillir Jean Harary.
Merci bien. D'abord, évidemment, je tiens à remercier la Maison de l'Architecture de Bordeaux-Aquitaine d'avoir pensé à nous inviter, présenter notre travail et essayer, c'est ce que je vais tenter de faire, essayer d'élargir un peu le propos et d'essayer d'inscrire en fait ce travail de projet centré sur des opérations en zone périurbaine dans une approche un peu plus générale sur la question de l'étalement. Et des formes urbaines que prend cet étalement ou qu'il devrait prendre pour essayer de compenser, on va dire, la situation relativement défavorable dans laquelle on place en général les architectes, les opérateurs et évidemment de façon prioritaire les habitants quand ils se retrouvent en quelque sorte contraints parce qu'il y a plus de contraintes que de libre choix quand il s'agit finalement de se loger loin des centres-villes et de devoir s'y rendre évidemment par les moyens que vous connaissez. Donc c'est autour de cette interrogation que je vais présenter notre travail de projet qui développera à la fin de la présentation 3 opérations qui nous paraissent particulièrement significatives de notre travail et de ce qui pourrait être, je le dis modestement, mais qui pourrait être peut-être une démonstration de cette façon peut-être de compenser les désavantages d'habiter loin des centres-villes, dans des secteurs qui sont proches des zones rurales ou des zones agricoles et qui aujourd'hui constituent en quelque sorte la dernière frontière, l'ultime frontière pour pouvoir trouver du foncier constructible et qui évidemment nous place, nous, architectes, mais également, je pense, les opérateurs, donc les bailleurs sociaux, bien plus sans doute que les promoteurs privés, mais en premier lieu les bailleurs sociaux, dans une situation qui n'est pas facile du tout, hein, par manque d'opportunités qu'il y a dans des secteurs plus denses. Voilà. Donc j'ai intitulé la conférence voilà, « Donner forme urbaine à l'étalement » avec un point d'interrogation. C'est un petit côté provocateur, indiscutablement, parce qu'on est tous à peu près convaincus, en tout cas nous on l'est profondément, qu'il faut tout mettre en œuvre pour combattre l'étalement urbain, éviter que la ville ne s'étende indéfiniment sur des territoires de plus en plus vastes et des régions ou des zones de plus en plus éloignées des centres-villes, auxquelles on est contraint de se rendre en utilisant inévitablement l'automobile, pratiquement. Vous verrez que je développe un peu cette question-là. Et en dépit de ça, les architectes, quand ils sont sollicités pour travailler dans ces secteurs, il faut bien qu'ils se posent le problème de savoir comment, en quelque sorte, si j'ose dire vulgairement, limiter la casse et faire en sorte que même à un niveau extrêmement élémentaire, extrêmement modeste, on puisse, malgré tout, introduire quelque chose qui ressemble et qui serait malgré tout de l'urbanité que nous, on a plutôt tendance à caractériser comme de l'urbanité domestique. C'est vraiment le degré, j'oserais pas dire le degré zéro, mais le premier degré de l'urbanité, celui qu'on est peut-être en mesure de constituer en associant des constructions résidentielles entre elles pour fabriquer des entités qui finalement représentent plus que l'addition des simples unités les unes par rapport aux autres. Voilà, c'est un peu si je devais donner un peu le cadre. Donc voilà, donner forme à l'étalement, c'est plutôt l'expression d'un paradoxe. Comment en même temps limiter l'étalement, comment faire en sorte que ce ne soit pas le cadre exclusif en fait, du travail et de la pensée architecturale, et en même temps affronter cette situation et essayer de limiter en quelque sorte les conséquences. Donc oui, donc j'ai dit étalement urbain, fléau du XXe siècle. Effectivement, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, bon, on n'a pas le temps, mais bon, ça remonte quand même à la fin du XIXe siècle. Le début, on va dire, de l'extension urbaine. Vous savez que c'est à partir essentiellement de la mise en place des grands réseaux ferrés qu'à la fin du XVIIIe siècle, début du XXe siècle, et surtout à la période d'entre-deux-guerres, de très vastes territoires en périphérie des métropoles, et notamment la région parisienne. C'est sans doute la région parisienne en France qui a subi le plus gravement ce processus
d'étalement anarchique sous forme de lotissement, qu'on a appelé lotissement défectueux à juste titre, c'est-à-dire des lotissements spéculatifs, très hautement spéculatifs, consistaient en fait pour des investisseurs à acheter des terrains agricoles de très grande superficie, évidemment à très bas prix, et à les sous-diviser en parcelles qui en général n'excédaient pas 200 mètres carrés, qu'on vendait le plus rapidement possible et sans surtout viabiliser les environnements et les infrastructures qui permettraient à ce parcellaire d'offrir en fait des conditions d'habitat décentes aux personnes qui très modestes également, qui se portaient acquéreurs. Et donc ce phénomène jusqu'au début de la Deuxième Guerre mondiale a véritablement ravagé, c'est le moins qu'on puisse dire, les périphéries proches des grandes métropoles et notamment de la métropole parisienne. Il y a eu une deuxième phase, après une sorte de parenthèse. Ça va peut-être vous étonner que je parle de parenthèse, mais la construction des grands ensembles dont on peut dire qu'elle va du début des années 50 jusqu'au milieu des années 70, sur la longue durée, apparaît véritablement comme une sorte de parenthèse au cours de laquelle on a sans doute, pour ne pas reproduire ce qu'on considérait comme une catastrophe urbaine, qui était donc cette phase des lotissements défectueux, a donné la priorité au logement collectif de très grande échelle, sur de très très vastes périmètres, mais là aussi à la périphérie des villes, encore que, par exemple à Paris, vous le savez, des zones urbaines réputées insalubres ont été investies par ces opérations de grands ensembles et ont substitué à la forme traditionnelle de la ville une forme tout à fait nouvelle, inspirée à l'évidence des principes de la Charte d'Athènes, fait de tours, de bars, etc., séparés entre elles, avec vastes espaces verts entre ces constructions. Et donc, comme je vous le disais, à l'échelle de la grande durée historique, et pour ce qui est de l'histoire urbaine de la France, cette phase d'une vingtaine d'années apparaît clairement comme une parenthèse entre des périodes beaucoup plus importantes où la politique du pouvoir public a été, à l'inverse, d'encourager le développement de la maison individuelle, et je vais expliquer pour quelles raisons. Donc c'est pour ça que j'ai intitulé ça « Les causes de l'étalement ». Donc c'est surtout l'étalement pavillonnaire, en fait, le lotissement pavillonnaire qui a constitué la forme dominante de cette extension territoriale à la périphérie lointaine des villes. Pourquoi ? Parce que, essentiellement, les pouvoirs publics, et jusqu'à aujourd'hui, ont clairement encouragé, par toute une série de moyens, le développement de l'accession à la propriété, plutôt que ce qui s'était passé dans cette fameuse parenthèse d'une vingtaine d'années, plutôt que le locatif à vocation sociale, voire au-delà, à vocation presque universelle. Et donc, cet encouragement des pouvoirs publics à l'accession à la propriété a nécessairement eu comme corollaire, si vous voulez, la recherche éperdue de terrains pas chers, constructibles, et qui dit terrain pas cher dit effectivement terrain de plus en plus éloigné de la centralité urbaine, de la centralité métropolitaine. Là, j'ai intitulé ça « Un héritage dégradé de la Cité-Jardin ». Là aussi, je ne vais pas m'étendre sur la question des origines idéologiques de cet engouement pour le pavillonnaire, et en particulier auprès des pouvoirs publics, parce que ça a eu un effet évidemment sur les habitants d'une façon générale et les gens qui cherchaient à se loger de façon décente. Mais je pense que cette empreinte de la Cité-Jardin, qui est sans doute le plus grand courant urbanistique, de la pensée urbanistique contemporaine, même plus important peut-être que la Charte d'Athènes, qui a occupé toute la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, ce courant a posé, notamment à partir de l'Angleterre, où les premières expériences ont eu lieu, a posé toute une série de principes, à la fois des principes d'organisation générale de la société dans ces cités-jardins, mais surtout, c'est ce qui nous intéresse en tant qu'architecte, en tant qu'urbaniste, a posé les principes d'organisation spatiale. Je vous renvoie là aux travaux de Unwin et Parker, qui sont les principaux promoteurs de la forme urbaine de la cité-jardin, avec le principe du close, le principe donc, du retrait, d'alignement, etc., etc. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais il s'avère
que ces principes ont été réinterprétés par les spéculateurs, notamment en Angleterre, mais pas uniquement. C'est repassé par les États-Unis et c'est revenu en France après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est pour ça que j'ai parlé d'héritage dégradé, c'est que en fait, ces principes ont été complètement dénaturés en quelque sorte et déqualifiés. Et c'est ce qui donne l'image que vous avez là sous les yeux, une forme voilà, complètement, j'oserais dire, dégénérée de l'aménagement de périphéries urbaines à base de petites maisons isolées les unes des autres sur des étendues considérables et distribuées par des systèmes de voirie complètement étrangères en fait à la façon dont l'espace public se constitue dans les villes normales, dans les villes traditionnelles, je dirais. À la base, quand même, je parlais de la responsabilité des pouvoirs publics, c'est cette idée de tous propriétaires. Bon. Pour prendre l'exemple le plus récent, c'est le mot d'ordre que va utiliser Nicolas Sarkozy en 2007, où l'ambition affichée et clairement revendiquée, c'est de faire en sorte que 70% de la population française devienne propriétaire de son logement. Aujourd'hui, on est autour de 50-55%. Donc plus de la moitié des Français sont propriétaires de logements, soit sous forme évidemment de logements collectifs, mais de plus en plus fréquemment de maisons individuelles. Et ça, c'est une constante aussi. Dire qu'une partie des problèmes sociaux de la crise que traversent les catégories sociales les plus faibles ou les plus vulnérables, y compris d'ailleurs les gens qui peuvent se retrouver sans emploi, etc., soutenir que s'ils sont finalement propriétaires de leur logement, ça va leur permettre en quelque sorte de résister en fait, à la pression qui s'exerce sur eux, et ça va compenser en partie les difficultés qu'ils vont rencontrer notamment dans leur vie professionnelle ou dans leur vie privée. Bon, et il y a aussi derrière l'idée de pouvoir transmettre évidemment un patrimoine à leurs enfants, et donc de les enrichir sur le moyen et sur le long terme, et en quelque sorte de les mettre à l'abri d'autres difficultés qui pourraient survenir. Donc cette idée, qui est une idée qui remonte quand même très très loin, tout un courant de la réforme sociale en Europe, mais c'est vrai aussi aux États-Unis, a soutenu de très longue date qu'on pouvait assez largement résoudre ces questions sociales en rendant le maximum de personnes, de familles, propriétaires de leur logement. Y compris d'ailleurs les familles les plus modestes. D'où, en fait, cette idée de mettre en place tout un dispositif juridique, financier, rendant solvables, finalement, les catégories sociales qu'on visait. D'où, aujourd'hui, vous le savez, les systèmes du type prêt à taux zéro, passe foncier, etc., etc. Il y a tout un arsenal de moyens qui sont offerts, en fait, aux personnes même les plus modestes pour pouvoir devenir propriétaires de leur logement. Il y a évidemment l'idée de construire pas cher, à la fois en termes d'acquisition foncière, mais aussi en termes de coûts de construction, pour permettre à ces familles d'acquérir leur logement. Il y a aussi l'idée d'allonger les durées des prêts. On a été jusqu'à un moment, jusqu'à 30-35 ans de remboursement des emprunts immobiliers pour permettre en fait, de baisser les niveaux de remboursement et donc de cette façon-là d'étaler le plus longtemps possible le crédit qui sera accordé. Bon, évidemment, on pourrait rentrer là aussi, je ne vais pas m'étendre trop longtemps, sur les causes de la fameuse crise de 2008. Hein. Je rappelle que cette crise, quand même, l'origine de la crise, c'est ce fameux système des subprimes qui, venant des États-Unis, manifestait en quelque sorte la façon dont le système bancaire américain avait solvabilisé de façon excessive, c'est le moins qu'on puisse dire, des pans entiers de millions de familles américaines en leur proposant d'acquérir leur logement à très bon prix, sachant que, pertinemment, que pour certaines d'entre elles, voire pour la majorité d'entre elles, elles s'avéreraient incapables de rembourser ces emprunts. Je vous l'ai dit, le corollaire
de cette question de l'étalement urbain et de la construction en très grande périphérie, c'est ce que j'appelle la recherche éperdue du foncier constructible. Et là, cette image, elle illustre parfaitement ce que j'entends par là, c'est-à-dire sur des territoires pratiquement, non seulement agricoles, mais parfois quasi désertiques, on va s'engager dans des processus d'urbanisation ex nihilo, à partir de rien, en traçant donc un réseau de distribution, un réseau viaire. Et là, vous distinguez très bien sur l'image l'éparpillement, la dissémination des constructions à l'intérieur de ce diagramme j'ose même pas dire d'espace public, disons de réseau de distribution. Ce qui va évidemment également comme corollaire de ce processus d'étalement, c'est l'usage intensif et la mise à disposition, de façon à ce que cet usage puisse se déployer, d'une série de moyens, et notamment d'infrastructures routières, pour rendre accessible, dans toute la mesure du possible, de même que ça avait été le cas pour le chemin de fer, donc à la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, et dans l'entre-deux-guerres, avec le chemin de fer, et bien là, il s'agit de développer des infrastructures, essentiellement des infrastructures routières. Donc là, vous avez quelques exemples un peu caricaturaux, si vous voulez, mais bon, pas si caricaturaux que ça, pas si exceptionnels, puisqu'on vit encore dans ces environnements-là, qui ont contribué assez largement à fabriquer l'image de la suburbia, hein, notamment aux États-Unis, mais pas uniquement. Vous avez quelques images qui viennent de plus près de chez nous, hein, le giratoire sur la 16, ou ce genre de giratoire qui véritablement condense tout ce qu'il y a d'absurde dans la façon de gérer un carrefour, et la façon dont deux voies s'intersectent. Si vous voulez, là, j'aurais pu même vous montrer des images, parce que j'en ai traversé de ces giratoires, quand je travaillais à Blois notamment, des giratoires où il y avait que deux issues. Si vous voulez, vous rentriez sur le giratoire et vous ressortiez pratiquement à l'autre extrémité. Il n'y avait pas encore de voie pour les distribuer. Le giratoire, vous le savez, est devenu en France, plus même que l'échangeur, que le grand échangeur méga structurel, si vous voulez, le giratoire est devenu une espèce de maladie, comment dire, de maladie systématique des services départementaux notamment, qui ont dépensé des fortunes et continuent à dépenser des fortunes pour fabriquer ce type de dispositif. Bon, ça c'est le phénomène similaire à celui de l'entre-deux-guerres avec les transports ferrés. Et en bas à gauche, je vous montre une image, mais ça aussi, bon, ça ne doit pas être nouveau pour vous, ce qui est un lotissement défectueux, c'est-à-dire en fait une agglomération de cabanes, voire de cabanons, qui au fil des décennies a fini par se solidifier, se durcir. On est passé de la construction très précaire en bois. Bon, vous savez sans doute, par exemple, que dans la région parisienne, les premiers lotissements défectueux étaient à l'origine en fait des lotissements maraîchers. C'est-à-dire, c'était des familles qui passaient en fait leur week-end à cultiver leur petit lopin de terre pour améliorer, on va dire, l'ordinaire alimentaire. Hein, c'était du maraîchage. Et au fond de ce lopin de terre, en général qui avoisinait 200 mètres carrés, comme je vous le disais, au fond de ce lopin de terre, on a commencé à édifier un petit cabanon dans lequel on passait le week-end. On passait 1 ou 2 nuits en fin de semaine. Et progressivement, et c'est très très intéressant à suivre sur les plans cadastraux, si ce n'est les photos aériennes, on voit le cabanon en fait se transformer en maison et surtout se rapprocher de ce qui fait office d'espace public ici, c'est-à-dire de voies, en l'occurrence distribuant ces parcelles. Et donc il y a un lent processus de migration, si j'ose dire, de la cabane du fond du jardin vers la limite de la parcelle sur la voie qui la distribue. Donc là, vous voyez, bon, évidemment, Henri Sellier, grand réformateur et promoteur des cités-jardins de la région parisienne, parlait de village nègre. Il avait un mépris absolument insondable pour ce type d'urbanisation, sans doute à tort, parce qu'on ne pouvait pas jeter, et surtout incriminer les populations étrangères dans ce type d'urbanisation, mais quoi qu'il en soit, ça décrit parfaitement l'état d'esprit des pouvoirs publics à l'époque à l'égard de ces phénomènes d'urbanisation sauvage.
Alors, la version civilisée, j'ose dire, elle vient des États-Unis, comme je vous le disais, après la Deuxième Guerre mondiale, à l'initiative d'un certain nombre d'opérateurs. Bon, vous connaissez Kaufman & Broad. Bon, il y a eu Lewitt avant, qui a réalisé un nombre considérable d'agglomérations de maisons individuelles aux États-Unis, Lewitt Town, et qui en a implanté une particulièrement démonstrative, que vous avez là sous les yeux à Mency, dans l'Essonne, et qui existe toujours, et qui se présente, vous voyez, comme un dispositif relativement sophistiqué sur le plan formel, avec des quartiers, des sous-quartiers, des micro-centralités, des systèmes... Alors ça ressemble un peu à une gated community, c'est-à-dire en fait à une communauté fermée, exclusive, dans laquelle on ne rentre que par 1 ou 2 points, et à l'intérieur de laquelle, je dirais, les comportements résidentiels sont relativement libres, et dans la mesure où, par exemple, il n'y a pas de clôture, et où les maisons sont librement disposées sur de grandes pelouses très bien entretenues, etc., à l'américaine. Et à l'époque où cette opération, donc dans les années 70, a été développée, eh bien, les résidents qui faisaient l'acquisition d'une maison-là considéraient que c'était effectivement, bon, il s'agissait de classes moyennes, on va dire, cadres, enseignants, etc., ce qu'on appelle catégorie sociale, donc moyenne supérieure, considérait que c'était véritablement l'aboutissement de ce qu'on a appelé ensuite le parcours résidentiel. C'est-à-dire c'était là qu'il fallait aboutir pour créer les conditions d'un développement familial harmonieux et parfaitement intégré. Bon, ici une image. Alors voilà, maintenant, après avoir décrit en quelque sorte les causes de ce processus d'étalement, j'en viens plutôt maintenant à la question des formes. C'est-à-dire, parce que là, on va rentrer véritablement dans le sujet qui m'intéresse, c'est-à-dire savoir pour les architectes urbanistes, quels outils on peut avoir par rapport à cette réalité qu'on rencontre et à laquelle on est confronté, quels outils on peut développer pour, en quelque sorte, si ce n'est inverser, du moins compenser, si tant est que ce soit possible, compenser ce phénomène de désagrégation urbaine, de dissémination du tissu et de stérilisation en quelque sorte de ces très vastes terrains qu'occupent donc ces opérations. Là, en l'occurrence, sur la densité, en les mesurant, bon là vous avez l'exemple d'un tout petit village dans la région de Rennes, qui s'appelle Saintré. Dans la partie hachurée, en violet, c'est le centre-ville qui a d'ailleurs complètement explosé, en l'occurrence, sous la pression des lotissements. Le centre-ville d'origine, tout petit, hein, il s'agissait d'un petit bourg rural. Et autour, depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, si vous voulez, les lotissements se sont développés les uns derrière les autres, sans plan d'ensemble, évidemment, on peut bien le penser, et en quelque sorte, à la faveur de l'acquisition d'un certain nombre d'emprises agricoles que les agriculteurs cédaient bien volontiers et qui se transformaient donc en lotissements avec des densités de l'ordre de 5 à 15, 20 logements à l'hectare, ce qui est absolument, bon, à titre de comparaison, si vous voulez savoir, une très grande agglomération comme Paris frôle les 300 logements à l'hectare, entre 250 et 300 logements à l'hectare. Et là, on est vraiment dans de la métropole hyper dense, bon, avec évidemment des immeubles qui culminent à 6-7 niveaux, avec des cours, ça c'est la contrepartie négative de l'hyperdensité, si vous voulez, des cours qui sont extrêmement resserrés, des proximités très fortes, et donc qui ne sont pas nécessairement aussi favorables, je dirais du moins à la vie domestique telle qu'on pourrait la souhaiter. Mais là, en l'occurrence, on est très très loin de ça, puisque, je vous le dis, on est entre 5 et 20 logements à l'hectare, ce qui est proprement ridicule, enfin sur le plan même de l'efficacité urbaine et foncière. Autre caractéristique de cette forme urbaine, donc au-delà de la très faible densité, le refus obstiné et systématique, c'est quasiment idéologique, de la mitoyenneté entre les constructions. Les constructions ne peuvent pas s'adosser les unes aux autres. Ce n'est pas possible. C'est quelque chose c'est une hantise de l'opérateur, qui est passé d'ailleurs dans les plans d'occupation des sols, puis aujourd'hui dans les PLU ou dans les cahiers des charges de lotissement. Si vous voulez, on ne peut pas s'adosser de part et d'autre de la limite parcellaire, et on ne peut pas non plus, j'y reviendrai, on ne peut pas non plus
s'aligner sur l'espace public. Il faut être en retrait de l'espace public et il faut être en retrait de la limite. Donc ça donne en quelque sorte ce genre de dispositif que vous avez là, avec des maisons relativement cossues, là, relativement confortables, de très grandes dimensions, sur des pelouses dont vous pouvez distinguer, là je pense que c'est une image que j'ai dû aller chercher donc dans des bases de données américaines, si vous voulez, où vous voyez qu'on n'a même pas de délimitation du parcellaire, hein, comme à Mency sur les Leewitown, et où les maisons sont quand même très proches les unes des autres. Ce qui fait que dans la mesure où elles sont au milieu de leur parcelle et qu'elles ne sont pas mitoyennes, elles neutralisent pratiquement tout le terrain libre qu'il y a autour. Et la neutralisation du terrain libre qu'il y a autour a une conséquence, c'est que ça devient un jardin de pur agrément, de pure représentation. C'est-à-dire que l'usage du jardin, l'usage de l'espace extérieur, qui est censé être une des raisons pour laquelle on va s'expatrier loin de la ville pour avoir une maison avec son jardin, et si possible son garage, ce qui est sans doute le cas ici, eh bien, la façon de poser cette maison dans des parcelles qui, là, doivent avoisiner les 500 mètres carrés, eh bien, vous neutralisez pratiquement tout ce qui reste d'espace libre autour de la maison. Alors, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, autre caractéristique de cette forme urbaine, enfin urbaine ou non urbaine, qui est celle du lotissement pavillonnaire, c'est le recul de la limite parcellaire par rapport à l'espace public, qui correspond en général à l'espace de la voiture, donc moins 5 mètres. Pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de travailler dans ce genre de contexte, ils le savent très bien que c'est moins 5 mètres, ce n'est pas du tout hasardeux, c'est évidemment l'espace de la deuxième voiture qui est devant le garage. Et donc toute la maison doit par conséquent se déplacer de cette valeur de 5 mètres par rapport, ce qui donne ce genre de disposition, ce genre d'image du lotissement, c'est-à-dire non seulement des maisons dissociées les unes des autres, mais des maisons qui, en fait, créent entre elles un vide considérable, complètement hors d'échelle par rapport à la dimension du bâti lui-même. Et donc, évidemment, ce que ça manifeste, c'est le primat de l'automobile dans la constitution de l'espace public, parce qu'on est quand même obligé de parler d'espace public, d'espace collectif, d'espace partagé, qui n'appartient à personne, que tout le monde peut librement traverser, etc. Simplement, ça le constitue de telle sorte qu'il n'a finalement plus aucune qualité, et que faire de l'architecture là-dedans, c'est architecturer en quelque sorte, donner une qualité spatiale à cet espace-là devient une espèce de tour de force quasiment impossible à réaliser. Donc là, vous avez deux images assez significatives de cela. Autre principe du lotissement pavillonnaire, c'est le principe de la voirie en cul-de-sac, vous le savez aussi. Il y a deux grands principes distributifs quand on travaille sur des extensions urbaines comme ça ou des aménagements urbains. Ce qu'on appelle le principe de l'arborescence de l'espace public, c'est-à-dire vous avez un ou deux points d'entrée et ensuite ça se déploie comme la branche d'un arbre. C'est pour ça qu'on parle d'arborescence. Bon, évidemment, vous retrouvez ça dans les systèmes informatiques. Et c'est une façon de relier les points entre eux qui s'applique et qui est complètement étrangère. Cette façon de penser le dispositif d'espace public est complètement étranger à la façon dont les villes se sont constituées depuis la plus haute antiquité, qui, lui, le principe plutôt réticulaire, c'est-à-dire où les voies, où vous avez plusieurs chemins, en fait, pour atteindre le même point. Et donc, les voies se croisent, alors pas forcément à angle droit, encore que la tendance à vouloir rationaliser les dispositifs distributifs tend, en quelque sorte, à ce que ces voies soient orthogonales, mais ce n'est pas absolument requis. Hein. Vous avez des systèmes réticulaires qui fonctionnent sur d'autres principes que l'orthogonalité, mais en tout cas, le principe du système réticulaire, c'est qu'on doit pouvoir avoir plusieurs routes pour arriver à chacun des points distribués. Et ça, c'est très, très important. C'est très, très important parce que ça induit forcément une réflexion sur la façon dont ce système va se raccorder au système préexistant ou au dispositif qui accueille en quelque sorte ces aménagements. Voilà, alors ça c'est très intéressant, vous voyez, c'est ce que j'explique ici, arborescence versus réticulaire. Bon, ça va avec la sinuosité versus la rationalité géométrique, mais ce n'est pas absolument nécessaire, comme je vous le disais. La tendance à vouloir produire des simulacres de villages ou de ruralité factice,
donc le pittoresque néo-villageois, et surtout, en tout cas pour ce qui est de la France, cette hantise, double hantise, je dirais, de la nappe pavillonnaire de l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire le système quand même, malgré tout, là en l'occurrence réticulaire, et extrêmement rationnel de division des îlots et des parcelles, et la hantise, je dirais, symétrique du grand ensemble, c'est-à-dire le plan masse. On dispose des objets isolés les uns par rapport aux autres, on essaie de faire une sculpture urbaine, enfin, si j'ose dire, où les objets dialoguent entre eux. C'est la fameuse notion du dialogue entre les objets bâtis. Bon, là, vous avez un schéma tout à fait significatif qui vient des États-Unis. Et en fait, c'est les préconisations d'un organisme très important dans les années 30-40, qui est la Federal Housing Administration, qui en fait gère la production de logements sociaux aux États-Unis. Il faut savoir que les États-Unis, contrairement à ce qu'on peut croire, a eu une politique très, très énergique de production de logements sociaux. Et en l'occurrence, voilà ce qu'ils préconisaient dans les années 30. Plutôt que de faire un système réticulaire, rationalisé et orthogonal, ils proposaient ce système arborescent et fonctionnant en cul-de-sac avec un seul point d'accès, là que vous trouvez sur la droite. Et évidemment, des découpages parcellaires en forme d'écailles de poisson ou en forme voilà, des parcelles qui finalement, pour certaines, devenaient triangulaires ou trapézoïdales. Alors la conséquence au niveau de la qualité des espaces publics, c'est ça. C'est-à-dire des trucs complètement interchangeables et dont on ne sait même pas comment on pourrait leur donner la moindre qualité. Là, on a planté un réverbère au milieu d'un îlot circulatoire, vaguement engazonné, et puis autour, on a évidemment l'architecture des petites maisons, particulièrement médiocre ici, et qui n'apporte rien en fait à ce vide. Hein, la question, en fait, c'est d'essayer de trouver, à contrario, une architecture du vide, j'oserais dire, une qualité du vide interstitiel entre les constructions. Autre conséquence sur la forme, c'est évidemment le zoning. Et là, en l'occurrence, le zoning, là, on est encore à Lewistown. Le zoning fonctionnel. Et là, en l'occurrence, voilà, développement en marge du lotissement d'un énorme centre commercial qui concentre toutes les activités d'échange avec un énorme parking autour, comme il se doit. Bon, ça parsème toutes les banlieues françaises, proches et lointaines, le centre commercial, le lotissement, la zone industrielle, etc. Bon, je ne m'étends pas trop là-dessus, vous connaissez tout. Maintenant, j'en viens à l'alternative, et ce qui essaye de guider notre propre travail. Vous allez voir qu'on essaye de l'illustrer dans les projets que je vais vous montrer. L'alternative, c'est retrouver une urbanité d'échelle domestique. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Urbanité à toute petite échelle. C'est-à-dire, nous, on pense que l'urbanité, elle commence dès qu'il y a deux maisons l'une à côté de l'autre, voire trois maisons. Trois maisons, vous pouvez les isoler les unes par rapport aux autres, vous pouvez les détacher, vous pouvez les mettre au milieu des parcelles. Mais vous pouvez aussi essayer de fabriquer quelque chose avec ces trois maisons qui excède l'addition de trois entités. Donc voilà, retrouver cette urbanité d'échelle élémentaire, d'échelle domestique. Ensuite, élever significativement les densités. Ça, c'est fondamental pour nous. Alors ça va avec la lutte contre l'étalement urbain. Évidemment, plus on va pouvoir densifier tout en maintenant les qualités, disons, domestiques de ces ensembles, et plus on se rapprochera de quelque chose qui réfère à l'urbain et qui réfère à la vie collective. Combiner les typologies, très important, essayer de sortir de la répétition toujours du même type, etc. Ou même si on travaille avec le même type, essayer de l'infléchir en fonction de micro-situations, il y en a toujours. Vous allez le voir sur certains de nos projets. Je veux dire, un type, par exemple, nous on travaille beaucoup avec la maison L ou la maison à patio. Ce type, vous pouvez le diversifier pratiquement à l'infini. Vous pouvez modifier les dimensions et du patio et des ailes. Vous pouvez disposer à l'intérieur les pièces de façon assez ouverte, assez libre. Bon, il y a toute une série de déclinaisons de ce modèle, en l'occurrence de la maison en L ou de la maison à patio, mais c'est vrai aussi de la maison en bande, etc. Il y a toute une série d'opportunités qui s'offrent. Donc combiner les typologies, non seulement à l'intérieur des mêmes catégories typologiques, mais combiner différentes typologies. Donc l'intermédiaire, la maison individuelle proprement dite et l'immeuble collectif, le petit immeuble collectif qui peut faire jusqu'à 2, 3, 4 niveaux. Bon, agglomérer les unités résidentielles
et aller vers l'intermédiaire, c'est-à-dire vers des combinatoires complexes. Je pense que c'est très très important que les architectes s'attaquent à la complexité et essayent de la résoudre, parce que ça donne énormément de... D'abord, ça fait travailler un peu le cerveau, ce qui n'est pas mauvais, et par ailleurs, ça produit énormément de micro-situations spatiales et architecturales qui sont absolument passionnantes et qui, d'ailleurs, les gens qui habitent ces ensembles identifient tout de suite la richesse de ces combinaisons-là. Et habitant là, nous, on peut témoigner que, alors même si ce n'est pas exprimé clairement, mais en tout cas, elle voit bien ce qui différencie les ensembles dans lesquels ils habitent de ce qu'il y a à proximité. Donc renouer, comme je vous le disais, avec la mitoyenneté et la superposition, ça c'est fondamental, bon, j'ai déjà dit 2 mots, articuler les formes complexes, donc hiérarchiser les villes, fabriquer des ensembles qui excèdent la simple addition des unités, constituer des intériorités à usage collectif, très important, on insiste, bon, vous l'avez rappelé, on insiste pour nous, c'est un thème majeur, retrouver des intériorités fortes à l'intérieur des projets sur lesquels on travaille, même si, encore une fois, ça concerne quelques dizaines d'unités, dire que l'intérieur est fondamental pour que les gens arrivent à faire la différence, d'une part, entre leur pur espace privé et l'espace public, qui y ait un espace collectif partagé qui soit protégé en quelque sorte spatialement. Et là, il ne faut pas confondre, je dirais, la protection spatiale et la protection sécuritaire, où on va mettre des grilles partout, etc. Il y a des moyens beaucoup plus subtils et beaucoup plus intelligents de fabriquer des protections de l'espace partagé, de l'espace collectif partagé, et de faire en sorte que les gens le reconnaissent comme tel. Voilà, donc c'est les intériorités à usage collectif, cours, jardin, etc., qualifier de ville, l'espace référentiel, ça je vous en ai parlé, et réduire systématiquement, essayer de réduire l'espace de l'automobile, diminuer l'emprise de la voirie, donner la priorité aux piétons dans l'espace résidentiel. Alors ça, je vous donne un exemple, je ne vous le pas présenter ici, c'est une opération qu'on a faite donc en banlieue de Rennes, à Saint-Jacques-de-la-Lande, où sur un îlot donc, de plus d'1 hectare, on a proposé, alors qu'ils avaient des densités qu'on ne pouvait pas atteindre autrement, qu'en distribuant finalement ces ensembles de maisons par des venelles de 2 mètres de large, on a complètement dissocié, et ça dans un premier temps pour les promoteurs, parce qu'il s'agissait de promoteurs immobiliers qui allaient vendre en fait ces maisons, c'était inconcevable qu'une maison n'ait pas son garage. C'était totalement, mentalement, enfin, sur le plan commercial, c'était inconcevable. La maison, ça veut dire maison, jardin, garage. S'il n'y avait pas les 3 entités associées, on ne vendait pas de la maison, on vendait du collectif horizontal, enfin ils ont inventé n'importe quoi, mais c'était plus de la maison. On a réussi à les convaincre, parce que sur ça on n'atteignait pas les densités requises, on a réussi à les convaincre de mettre de concentrer en quelque sorte les stationnements en sous-sol des immeubles collectifs qui étaient à la périphérie de l'îlot. Et dès qu'on rentrait à l'intérieur de l'îlot, c'était strictement piéton. Les gens ne circulaient qu'à pied. Et forcément, ça permettait aussi aux enfants de s'approprier de façon sans aucune difficulté liée à la sécurité par rapport aux voitures, de s'approprier tout le cœur de l'îlot. Donc il y a 1 hectare entier, si vous voulez, distribué par des venelles, et ces venelles, c'est l'espace idéal, je dirais, de jeu pour les enfants. Alors, un petit schéma là, qui va peut-être vous faire sourire, qui est dû à donc, Léon Krier, architecte luxembourgeois en réalité, mais exerçant surtout en Belgique et maintenant en Angleterre, qui illustre avec 6 schémas tout à fait explicites ce qu'il appelle, lui, les dispositions anti-urbaines et les dispositions urbaines, c'est-à-dire, à gauche, la maison isolée sur la parcelle, telle que je vous disais, la clôture qui vient enserrer, et ensuite les agglomérations de ces entités séparées, systématiquement séparées les unes des autres. Et à droite, ce qu'il lui préconise, c'est-à-dire en fait s'adosser, générer de la mitoyenneté, encore que là ce ne soit pas très exprimé, mais surtout libérer le maximum d'espace à l'intérieur de la parcelle. Alors là, des schémas, ça c'est des images qu'on a faites en 2006, qui constituent une sorte d'étape dans notre réflexion sur la façon de constituer des tissus périurbains.
Et là, en l'occurrence, c'est l'illustration de ce qu'on peut faire avec la maison individuelle. En l'occurrence, là, dans toute la partie basse de l'image, ce sont les maisons individuelles qui sont agglomérées les unes aux autres. Le garage existe, il est systématiquement séparé. Le garage, il est très pratique parce que si vous l'agencez intelligemment à l'intérieur de la parcelle, vous pouvez fabriquer justement ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ces intériorités qualifiées, appropriable à l'intérieur de chaque parcelle privée. Et puis vous voyez au centre, il y a, je ne sais pas si je peux vous le montrer ici, voilà, ici, au centre, il y a l'espace collectif partagé. Bon, le maire, en l'occurrence, de cette commune, voulait absolument des barbecues collectifs qu'on lui a représentés ici. Mais en gros, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que voilà, chaque maison a son propre jardin, mais il a aussi, à l'intérieur du système, qui là, encore une fois, est plutôt réticulaire, il a donc son espace partagé entre les résidents. Voilà, c'est le même projet, d'ailleurs, qui n'a pas convaincu la municipalité, donc qui est resté lettre morte, mais qui, pour nous, en fait, a constitué une étape dans la réflexion sur la façon d'organiser des maisons entre elles pour fabriquer voilà, quelque chose qui ressemble à ce qu'on appelle l'urbanité domestique. Alors, voilà nos références. Ça, donc, je vous en ai montré là 4, il y en a certaines que vous devez connaître, très certainement, d'autres peut-être moins. Bon, la première, c'est Adalberto Libera, donc architecte italien, qui construit ça à Rome, donc dans les années 50, dans un quartier, vous voyez là sur l'image, totalement désert à l'époque. C'est la grande banlieue de Rome, il n'y a rien. On est au milieu de la ruralité absolue. Et donc, lui, il fait quoi? Il fait un enclos complètement hermétique, à l'intérieur duquel il concentre, alors on pourrait se dire, mais c'est absurde, il a toute la place pour s'ouvrir, etc., etc. Et là, il concentre des groupes de 4 maisons à patio, donc groupés par 4, et distribués par des venelles, plus un immeuble pour jeunes célibataires, en tant que je me souvienne, situé ici, devant donc, la grande place donc, collective, qui se situe au centre. Et depuis, si vous consultez les photos aériennes donc de Tuscolano, qui est le quartier où ça a été réalisé, si vous voyez, depuis, ça a champignonné bon, dans toutes les directions, c'est monté bon, à l'italienne, donc c'est-à-dire en gros sans aucune prévention et sans aucun plan d'ensemble, mais c'est enclos, en quelque sorte, est resté et a conservé en quelque sorte son identité de quartier particulier réalisé là au tout début dans les années 50. Bon, ça, vous connaissez, c'est le Siedlungshallen, donc de l'atelier 5, qui date de 55-61, où là, c'est une variation, en gros, sur la maison en bande, dans un site, là aussi, tout à fait remarquable. C'est sur un escarpement, là, il bénéficie vraiment d'une situation exceptionnelle. Donc, en contrebas, vous avez donc c'est à côté de Berne. Donc là, je ne me souviens plus quelle est la rivière qui passe au pied, mais ils sont très bien orientés plein sud. Et donc là, il y a un travail remarquable de constitution d'une entité résidentielle complète, puisqu'il y a des équipements publics, enfin des équipements collectifs qui sont intégrés. Il y a une petite supérette, je me souviens. Il y a à l'époque, il y avait une station-service. Ils ont fabriqué ce qu'on appelle un Siedlung, c'est-à-dire en gros un lotissement semi-autonome, sachant que les gens qui habitent là travaillent à Berne et donc se déplacent quand même de leur résidence à leur lieu de travail. Alors ça, c'est un projet moins connu, mais qui est absolument magistral, d'un architecte, Roland Reiner, qui est un architecte autrichien. Il a fait 2 phases donc, qui portent sur des centaines de logements, donc à Pückenau. Ça a été de 62 à 2000, donc vous voyez l'échelle de temps sur laquelle il a travaillé. C'est dans la ville de Linz, donc le long du Danube, c'est le Danube là, qui passe. Et là, c'est une combinaison absolument remarquable de tous les types qu'on peut trouver, le long de la voie ici des collectifs, des intermédiaires dans une bande précisément intermédiaire, et des maisons en L ou à patio qui se trouvent dans la 3e bande le long du fleuve. Ça, c'est le Pückenau 2, et le Pückenau 1 est là. Voilà. Et entre les deux, il y a des équipements publics. C'est un projet absolument magnifique. Si vous avez l'occasion d'aller à Linz, il faut absolument visiter cet endroit.
Et enfin, donc, certains d'entre vous doivent connaître aussi ça, Hudson, donc architecte danois, celui qui a construit entre autres l'Opéra de Sydney, qui est son œuvre la plus importante, dans des conditions assez dramatiques d'ailleurs. Et là, donc, dans le nord du Danemark, au nord de Copenhague, il réalise donc dans les années 62-65 cet ensemble résidentiel fait uniquement de maisons particulières en L, qui s'appelle Fredensborg, qui est une ville relativement... c'est une toute petite ville où il y a une résidence royale ici. Et donc, pour gérer en quelque sorte la limite entre l'urbanisation spontanée, j'oserais dire, donc fait de maisons, donc sur leur passé relativement cossu, avec de grands terrains, etc., et la pleine campagne ici, on va dire le grand paysage ouvert, qui s'est d'ailleurs transformé en golf depuis, eh bien, il met en place ce dispositif. Alors vous allez dire, ça contredit un peu ce que je vous ai expliqué, puisque là, c'est que du cul-de-sac. Donc, ce n'est pas tellement réticulaire. Mais là, ce qui est tout à fait intéressant, on le devine un peu ici, c'est le système typologique. C'est-à-dire, c'est l'association des maisons en L entre elles, comment elles fabriquent leur propre intériorité et comment, en s'associant aussi, elles fabriquent une communauté. Alors, quelques images. Bon, en plus, c'est une architecture magnifique, de briques, etc., très soignée, et donc ça contribue très, très largement. Mais là, ce qui est intéressant, c'est le rapport entre les espaces ouverts, libre d'accès évidemment, et puis les limites des maisons. Voilà. Bon, ça c'est les systèmes de distribution. Bon, ça j'ai déjà montré. Voilà. Alors ça maintenant c'est nos projets. Bon, on va essayer d'aller assez. Donc là, le premier projet que je vous montrer, bon, vous connaissez peut-être, c'est à Chanteloup-en-Brie, donc c'est dans le secteur 4 de Marne-la-Vallée, donc à côté d'Euro Disney. Je peux vous dire que tout ce qui se passe autour, c'est pas terrible. Ça fonctionne sur le principe du cahier des charges d'Euro Disney, qui, on va dire, encourage toutes les variantes d'architecture pastichantes. Alors ça va du néo-grec jusqu'au néo-haussmannien, en passant par l'architecture coloniale américaine, enfin il y a tout. Et donc nous, on arrive là-dedans. Alors on n'est pas précisément dans le secteur, je dirais, supervisé par Euro Disney, Dieu merci. Et là, on travaille pour I3F, donc qui est, j'oserais dire, notre maître d'ouvrage de prédilection. Bon, I3F, il faut savoir que c'est pratiquement le plus gros bailleur social français, donc qui a énormément d'opportunités, qui fait travailler des centaines d'architectes en même temps, qui a une politique, ça nous ramène à la loi Elan peut-être, qui a une politique qui, au niveau de l'architecture, stimule beaucoup l'expérimentation. Ils généralisent évidemment la procédure de concours. Ils ont fini par sélectionner un certain nombre d'architectes auxquels ils font appel pour travailler sur des questions sur lesquelles ces équipes sont plus particulièrement, on va dire, voilà, attachées. Et donc, nous, ils nous sollicitent assez fréquemment. Évidemment, on ne se passe toujours par un concours. Bon, on ne les gagne pas tous, mais on a fini par établir, je dois le dire, une espèce de relation de connivence, de complicité projectuelle avec ce bailleur. Et ça nous correspond très bien. Et pratiquement les plus beaux projets qu'on a faits, c'est avec leur concours. Donc voilà, la situation de Chanteloup. Vous avez ici le cercle, vous le voyez là, c'est Euro Disney. Tout ça, c'est la ville nouvelle, c'est gigantesque, c'est monstrueux. Ça fait 60 km de long. Enfin, je ne sais même pas comment on peut appeler ça une ville, mais bon, ça s'appelle la ville nouvelle. C'est que des autoroutes et des lotissements. Bon, évidemment, ça contredit tout ce que je viens de vous dire. Et nous, on nous a donné ce petit truc ici, petit truc rouge. Donc évidemment, à l'échelle de ce qui se passe autour, vous allez dire, bon, la démonstration risque d'être un peu noyée dans une espèce d'univers totalement étranger à ça, mais on l'a quand même faite et on a essayé. Bon, et il se trouve que ça a quand même impressionné. La preuve, c'est que EPAMarne, qui est donc l'organisme aménageur qui s'occupe de toutes ces opérations-là et du développement et du déploiement de la ville nouvelle, eh bien, a remarqué en fait ce travail et le présente maintenant comme une sorte d'exemple de ce qu'on pourrait faire.
Donc là, on se rapproche un peu. Voilà, ça, c'est la ville de Chanteloup. Donc vous voyez, il y a un petit centre historique. C'est un bourg rural. Avant, c'était entièrement de l'exploitation agricole. Et puis, ça a été complètement colonisé par des lotissements de maisons individuelles, d'initiatives privées. Donc il y a du Kaufman & Brown. Il y a tous les opérateurs, vous pouvez imaginer, se sont rués là-dessus. Et nous, on nous a donné ce petit truc-là, ici, tout à fait là, à l'est de la limite urbanisée, pour fabriquer donc nos soixantaines de logements. Donc ça, c'est une vue un peu plus rapprochée. Donc vous voyez, tout autour, c'est des lotissements tels que je vous les ai décrits. Et là, donc c'est notre opération en cours de chantier. Et vous allez voir qu'elle se constitue. Donc voilà, ici le plan masse du concours. Donc on a deux îlots en fait traversés par une voie qui à l'origine devait être privée et qui a fini par rentrer dans le domaine public. D'ailleurs, on leur a dit, mais c'est absurde de conserver le statut privé de cette voie alors qu'elle relie en fait deux voies publiques. Donc, à terme, c'est clair que ça va devenir également une voie publique. Au début, ils ont un peu résisté, ils ont fait mettre des bornes pour empêcher les gens de passer, puis finalement, ils ont accepté que ça rentre dans le domaine public. Et donc, on a un îlot sud et un îlot nord. L'îlot sud, donc, il comporte ici un immeuble collectif qui était prescrit. Il y avait très peu de prescriptions urbaines. Il voulait juste qu'un immeuble collectif occupe l'angle principal, ici, l'intersection de ces voies. Et puis, autour, une combinaison de maisons et d'intermédiaires. Ici, c'est plutôt des maisons dans l'îlot sud. Et les intermédiaires se déploient plutôt dans la partie nord. Le tout autour d'un jardin collectif. Qui devait rester, en tout cas dans notre proposition, et c'est entre autres pour cette raison qu'on a gagné ce concours, c'est que les autres concurrents avaient proposé de mettre toutes les voitures au milieu. Bon, nous, on a soutenu l'idée qu'il fallait que ce soit un jardin collectif et que les voitures, il fallait les disséminer plutôt que de les regrouper, qu'il fallait les mettre à la périphérie, donc en contact direct, donc on a créé des espèces de poches de voitures qui sont en contact direct avec la voirie publique, et puis le reste en sous-sol de l'immeuble collectif. Ce qui fait que tout le reste, et notamment la partie centrale ici paysagère, elle est sillonnée de chemins qui permettent d'ailleurs de rejoindre les maisons qui se tournent vers ce chemin. Bon, alors là, je ne sais pas, on ne voit pas très bien les plans, mais comprenez peut-être ici le système consiste en fait à adosser deux maisons en L qui se protègent mutuellement, enfin qui protègent mutuellement leur jardin. Et après, on les associe entre elles, donc retour de la mitoyenneté et rapport, on va dire, avec l'espace collectif ici pour la moitié des maisons et ici avec un petit sentier qui gère, on va dire, le rapport avec la limite du lotissement d'à côté. Bon, ici, c'est le même système. Simplement, ici, on est ouvert du côté de la voie. Et ici, on a notre immeuble collectif, dont les logements aussi ont été travaillés pour avoir une multi-orientation systématique. Certains logements ont même 4 orientations. Donc, c'est vraiment des privilégiés. Mais bon, voilà. Et ici, c'est la partie plutôt intermédiaire, où là, les maisons se montent les unes sur les autres, si j'ose dire, tout en fabriquant des patios qui sont attribués à titre privatif aux maisons qui donnent dessus. Bon, je vais aller assez vite. Bon, ça, c'est l'immeuble collectif. Alors, tout est en bois. Enfin, tout est en bois. C'est en fait un système mixte bois-béton. Enfin, la structure est en béton, sauf pour les maisons strictement individuelles où tout est en bois. Mais l'immeuble, lui, il a une structure béton, donc voile et plancher béton. Et puis, toute l'enveloppe, en fait, est réalisée en ossature bois et bardage. Donc voilà une des vues assez significatives de l'opération sur la voie qui le cerne à l'est, qui s'appelle la rue du Chêne-Saint-Fiacre. Et vous voyez là le principe de l'intermédiaire, c'est-à-dire qu'on rentre dans les maisons directement au rez-de-chaussée ici, et après la maison ou plutôt les deux maisons qui se superposent à cette maison du rez-de-chaussée sont accessibles par un escalier privatif, en tout cas privatif pour les deux maisons qui se trouvent ici, et qui encadre à chaque fois des terrasses, elles aussi privatives. Etc. Bon, je ne vous rentre pas trop dans le détail des plans, mais ça illustre un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire un certain niveau de complexité assumé et géré. Voilà, bon, c'est une autre vue du même endroit.
Ça, c'est un de ces chemins qui traverse l'espace central, l'espace paysager. Vous voyez que les maisons, l'architecture, un petit mot sur l'architecture. L'architecture, elle cherche à exprimer en fait ce qu'est une maison. Je veux dire, elle ne cherche pas non plus à faire une démonstration formelle d'une architecture qui ne serait pas à laquelle les futurs résidents ne seraient pas culturellement, je dirais, n'adhéreraient pas spontanément. Donc on reprend en quelque sorte les grands traits de l'architecture résidentielle traditionnelle, des toits à faible pente en l'occurrence, là c'est de la tuile, qui était imposée par le PLU en l'occurrence, et puis des fenêtres verticales, etc. Enfin, les gens se rendent bien compte que ce sont des maisons. Alors ça, c'est l'immeuble, l'arrière de l'immeuble collectif, où là, il y a un peu plus d'expressivité moderne, si j'ose dire, enfin contemporaine, avec un jeu de balcons, de fenêtres d'angle, etc. Voilà, ça c'est une vue aussi du même endroit, donc la cour intérieure de cet immeuble collectif. Ça, c'est l'entrée du hall. Côté intérieur, voilà, très abondamment vitré. Là, c'est l'intérêt qu'on porte aux parties communes des immeubles collectifs. Alors, un petit mot sur les détails. On accorde beaucoup d'importance aux détails constructifs. Alors ça, c'est une question, d'abord parce que c'est notre métier, et d'autre part parce qu'on pense, et ça se vérifie, que les gens le comprennent, ça. Ils le sentent, et ils savent que quand il y a du travail investi, non seulement du travail, mais de l'argent, ça nous renvoie à la loi Elan et de savoir s'il faut conduire moins cher. Nous, on est systématiquement, je le dis sans aucune vergogne et sans honte, je dis clairement que on pousse toujours le bailleur et le maître d'ouvrage à dépenser plus que ce qu'il avait prévu. Parce qu'on veut que ce soit plus qualitatif et qu'on sait que les prix qui sont pratiqués aujourd'hui, notamment en région parisienne, c'est effectivement, ça implique de réaliser des opérations à des niveaux indignes. Et donc, on est systématiquement en position de revendiquer que la construction, on accorde les moyens de faire une construction de bonne qualité, avec des matériaux également pérennes, et qui soit capable de restituer aussi, à la fois pour les résidents et pour les gens qui découvrent cette architecture, on a mis les moyens et que on se préoccupe y compris en logement social et surtout en logement social. D'autres vues, je vais passer rapidement. Tout ça, ça illustre assez bien les résultats de ce travail. Voilà le passage vers un patio privé à travers un porche. Voilà encore, c'est la même fenêtre vue de l'intérieur. C'est le même logement. Donc on a une espèce de triple transparence de part et d'autre en fait d'un balcon privé qui est là entre les deux. D'un côté la cuisine, de l'autre côté une chambre, le séjour en arrière-plan. Bon, ça c'est à l'intérieur d'une maison, l'escalier, etc. Tous les éléments d'architecture nous intéressent. On ne va pas négliger tel ou tel élément au prétexte de faire valoir la façade, ou faire valoir la fenêtre, ou faire valoir machin. On essaye toujours d'être au même niveau de tous les éléments. Alors sur les Chartreux, c'est le fameux projet qui a obtenu l'équerre d'argent en catégorie habitat en 2016. Toujours avec 3F, 49 logements sociaux, il y a 10 maisons individuelles à patio, vous allez voir qu'ils sont assez spéciaux, et puis il y a donc 39 logements collectifs dans un petit immeuble à cour. Donc là, on a là aussi fait valoir l'intérêt de réactualiser en quelque sorte l'immeuble à cour, cerné par 4 corps de bâtiments, donc une cour très fermée, à laquelle on accède par un porche. Et comme là aussi, toujours cette préoccupation de fabriquer l'entité résidentielle interne qui permette aux uns et aux autres qui habitent autour de se reconnaître dans cet espace-là. Voilà, alors donc la ZAC en question est ici. Là, on est dans une vraie ZAC avec un cahier des charges, là en l'occurrence élaboré par Paul Chemetov, qui curieusement n'engendrait pas du tout le type de proposition qu'on a faite. Il a fallu qu'on prenne le contre-pied de ce qu'il suggérait. Ça s'est relativement finalement bien passé, mais voilà, ce n'était pas du tout écrit au départ. Il n'avait pas du tout envisagé qu'on puisse faire des maisons à patio là-dedans. Il préconisait plutôt des maisons jumelées.
de part et d'autre de leur garage, ce qui était particulièrement disgracieux et anti-urbain, là, en l'occurrence, clairement. Donc voilà notre plan. Là, l'immeuble collectif autour de sa cour, auquel on accède par un porche qui se situe ici, et ici, les 10 maisons à patio. Alors vous voyez là, ça illustre un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire comment une même typologie peut se décliner de façon extrêmement fine pour s'adapter, parce que là, le terrain est en pente, et donc on est obligé d'avoir pratiquement 10 plateformes et 10 maisons différentes, parce que s'appliquent à chacune de ces maisons les règles du PLU qui requièrent que finalement elles soient en recul d'une distance qui est pratiquement jamais la même. Bon, je ne rentre pas trop dans le détail, mais ça a été assez difficile. Autre caractéristique du PLU et du cahier des charges de la ZAC élaboré par Pochemetov, il ne voulait pas du tout que sur l'espace public, il y ait de clôture. Donc là, il a fallu fabriquer une limite d'espace public sans clôture. Très important d'arriver à trouver un système. Donc ça, ce sont les plans. Donc peut-être... Est-ce que j'ai des plans plus précis? Non. Mais là, on peut peut-être comprendre ce qui se passe. Ici, on est plein nord. Non, pardon, on est plein nord par ici. Donc on est plein sud de ce côté-là. Donc il y a un paradoxe, c'est qu'on est plein sud du côté où on entre dans la maison. Et donc, comment faire en sorte de fabriquer des espaces extérieurs qui profitent aux pièces principales, c'est en l'occurrence séjour, cuisine ici, qui sont au nord de la parcelle, sans, en quelque sorte, neutraliser la séquence d'entrée. Et là, la solution, c'est en fait de fabriquer spatiaux et de faire en sorte que le séjour il soit complètement traversant entre le jardin proprement dit qui est au nord et le patio qui se trouve au sud. Et la cuisine ainsi que le séjour est donc complètement traversant d'un côté à l'autre. Et là, c'est la chambre qui constitue l'unité de vie pour les PMR, et l'entrée est située ici au milieu du patio. Et on rentre par un passage très étroit, ici le long du mitoyen de la maison voisine. Donc voilà le principe. Ici, un immeuble à cour, mais qui est quand même fermé à l'ouest par 3 maisons, R+1, mais accessible par la cour collective, et ici les ailes proprement dites de l'immeuble. Il fait R+2, R+3. Voilà, l'enfilade des maisons. Alors vous voyez qu'ici, très important, la question du garage était là imposée, évidemment. Il fallait que chaque maison ait son garage. Comment faire que le garage devienne un élément d'architecture qui contribue non seulement à fabriquer l'espace domestique, mais également l'espace de la rue. Donc là, on a fabriqué quelque chose qui peut sembler un peu superflu. C'est cette espèce de portique, en fait, qui nous permet à la fois d'intégrer tous les coffrets, etc., l'électricité, le gaz, enfin, vous pouvez imaginer, et puis en même temps, qui protège, qui fabrique en fait une sorte de haut-vent où s'accroche une pergola, où on va pouvoir localiser l'emplacement de la deuxième voiture, devant le garage. Vous voyez que ça crée une espèce de complexité, et ça nous permet de satisfaire en fait les obligations de la ZAC, qui est d'établir une limite sans clôture. Donc c'est ce qu'on a fait là, et je dois dire que ça fonctionne assez bien, y compris quand les voitures sont stationnées devant. Ah, voilà, bon, ça illustre un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà donc le jardin de devant qui est au sud, et qui, à l'évidence, ne sera pas utilisé véritablement comme un jardin appropriable, puisqu'il est de fait dans la séquence d'entrée de la maison. Ici, vous avez le garage, ici, donc, la pergola qui est le portique que vous voyez là. Et ici, on passe vers l'entrée, qui est située ici. Et en fait, le séjour, il est effectivement orienté plein nord, avec la cuisine, mais il bénéficie aussi de cette orientation sur le patio. Et effectivement, les gens, finalement, d'abord, ils sont protégés aussi, notamment en été, de l'ensoleillement direct, qui peut s'avérer extrêmement pénible. Et donc, c'est très approprié. Le patio est tout petit, vous voyez. Hein, c'est une sorte de séjour bis. Je dirais qu'il doit faire 18 mètres carrés. Mais il est situé de telle sorte que les gens l'utilisent abondamment. Et donc, à l'étage, on a ici l'escalier qui monte. Et à l'étage, on a 3 chambres et la salle de bain qui également cernent l'espace du patio. Voilà une vue un peu plus rapprochée de ce système de portique. Bon, évidemment, vous allez me dire, c'est coûteux.
Oui, c'est coûteux, mais je pense que ça en vaut la peine parce que ça fabrique quelque chose de tout à fait différent. Et il y a un sentiment d'avoir pas été abandonné, je dirais, aussi, même si c'est du logement social. Voilà les séquences d'entrée, vous passez assez vite. Voilà, d'autres vues. Ça, c'est le patio. Vous voyez, c'est tout petit. Mais en même temps, en plein été, c'est parfaitement habitable et utilisable. Là, c'est les vues intérieures. Donc, vous avez là le séjour traversant dont je vous parlais et la cuisine ici séparée par une paroi qu'on a conçue de sorte qu'il puisse accueillir un meuble. C'est évidemment l'espace de la télé, etc. Très important de penser à la télé. On s'est retrouvé dans des situations où, par exemple, les gens installaient leur télé devant les fenêtres. C'est quand même absurde. Et donc, pour éviter ça, on réfléchit beaucoup à la disposition, en fait, notamment des prises, pour que, même si ça n'empêche pas, évidemment, de disposer, en fait, les objets comme ils l'entendent, au moins, on aura fait en sorte que ce ne soit pas obligé. Ouais, les détails d'escalier, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est un peu la même démarche. Toujours être très attentif à la qualité même des éléments secondaires de l'architecture. Et voilà la vue arrière donc de ces 10 maisons qui s'étagent sur chacune une plage. Je vous garantis que ça a été très très difficile de régler ça, de façon à ce que les maisons s'adossent les unes aux autres et néanmoins ne viennent pas provoquer des accidents constructifs ou des accidents géométriques ingérables. L'immeuble collectif, donc ça c'est sa façade principale. Là c'est la façade latérale côté est. Donc l'architecture est très simple, là c'est en bois, tout est en bois, oui j'ai oublié de dire. Ça, là en l'occurrence c'est tout bois, c'est-à-dire à partir de la plateforme du parking, du sous-sol, l'immeuble collectif est réalisé entièrement en bois, c'est-à-dire les voiles sont en bois, donc en CLT, c'est de la planche assemblée collée. Les planchers également en CLT et évidemment la charpente du toit en bois et l'enveloppe en ossature bois et bardage. Donc ça aussi c'est une proposition qu'on a fait à notre bailleur qui a immédiatement accepté d'expérimenter ça. Le projet a été très long à mettre en place, il y a eu plein de difficultés juridiques avec la ZAC, etc. Mais dès l'origine, il a accepté de travailler avec nous dans cet esprit. Voilà un plan plus rapproché des logements collectifs. Là, vous noterez la trame large. C'est une trame de 9 mètres qui a des points d'appui intermédiaires, mais ça permet de... Vous voyez, c'est assez spécifique de ce point de vue-là. Les séjours sont orientés dans le sens inverse de ce qu'ils sont habituellement, la façon dont ils sont disposés habituellement. Évidemment, pour des raisons aussi d'économie, et alors ça aussi c'est un problème aujourd'hui, la question du développé de façade par rapport à la surface habitable, c'est un des critères qui permet de mesurer l'efficacité énergétique du logement. Bah, là, on est complètement à l'inverse de ça. Vous voyez, le logement, en fait, il tient dans un plan carré, en fait, de 9 par 9. Donc c'est très étroit, finalement. Mais ça permet d'avoir en fait des configurations de séjour et de cuisine, voire même de pièces, qui s'apparentent au carré et qui, à mon avis, sont beaucoup plus propices à établir un rapport différent avec l'extérieur. Hein, vous n'êtes pas en fond, le fameux fond de séjour. La notion de fond de séjour n'a plus tellement cours. Et les choses s'organisent de façon complètement différente dans le rapport avec, en l'occurrence, le balcon, l'espace extérieur affecté au logement. Voilà. Bon, ça, c'est les 3 maisons dont je vous parlais, hein, qui viennent fermer le côté ouest. Les cages d'escalier qui sont systématiquement éclairées naturellement, ça, c'est aussi quelque chose auquel on tient énormément. Enfin, toutes les parties communes, on essaie de les valoriser, de faire en sorte que voilà, les gens s'y sentent bien et se les approprient aussi. On les coupe, bon, je vais peut-être pas trop m'étendre. Voilà, vue du jardin, court jardin intérieur. Aussi, on insiste beaucoup sur le fait que les jardins privatifs soient très bien protégés, que les gens puissent se les approprier, qu'ils ne soient pas au vu et au su, et qu'ils aient jusqu'à un certain point, alors ça aussi c'est une bataille avec le maître d'ouvrage, qu'ils soient jusqu'à un certain point autorisés
dire à empiler, accumuler des choses et que ce ne soit pas considéré comme une hérésie que finalement faire en sorte que son jardin soit une extension de son séjour ou de sa cuisine ou voilà, d'autres vues. Bon, passer assez vite. Alors ça c'est des celliers que vous avez là. Les celliers de balcon, en fait, qui permettent à la fois de fabriquer un séparatif entre balcons et en même temps de donner un peu d'usage à ce petit espace extérieur. Voilà, ça c'est sur les détails. On travaille beaucoup sur les problèmes d'occultation, les pluviales qu'on essaye de faire en sorte d'intégrer à l'architecture, que ce ne soit pas un élément rapporté, mais que ce soit intégré, etc. etc. Voilà, on finit là-dessus, qui est une espèce de petite variation graphique sur... Et enfin, un dernier projet que vous montrez, là, qui a obtenu glorieusement hier une mention spéciale au Trophée Bois Île-de-France. Donc 65 logements sociaux, toujours avec 3F, à Savigny-sur-Orge. Alors là, la grande différence avec les projets que je vous ai montrés, c'est qu'on est déjà dans une zone urbanisée, il n'y a pas de ZAC. C'est une parcelle qui était occupée antérieurement par, autant que je me souvienne, 6 maisons qui appartenaient au ministère de la Justice. Le ministère de la Justice a vendu ce terrain pour qu'on en fasse du logement social. Et donc, à la place de ces 6 maisons qu'on a démolies, au milieu d'un environnement magnifique, il s'agit d'un ensemble, patrimoine végétal protégé. Donc il a fallu qu'on conserve tous les arbres et qu'on slalome un peu entre les arbres avec la construction. Le chantier a été assez laborieux aussi parce qu'il a fallu protéger toutes ces essences et tous ces sujets importants. Mais en même temps, vous allez voir, ça donne quand même le caractère de la résidence là et évidemment tout à fait marqué par la conservation de ces arbres. Voilà, donc la parcelle très longue. Inséré, vous le voyez, dans un tissu pavillonnaire là qui date plutôt de l'entre-deux-guerres, donc des lanières, un réseau viaire quand même plutôt rationnel, je dirais, et hiérarchisé, avec des avenues principales, des rues secondaires, etc., des alignements d'arbres très bien entretenus par la municipalité. Donc nous, on s'introduit là-dedans, entre les massifs plantés qu'il faut absolument préserver. Autre caractéristique, on a donc des immeubles collectifs. On a combiné, là c'est aussi une illustration que j'ai dit tout à l'heure, combinaison typologique, un immeuble collectif ici et 2 immeubles collectifs, un ici et un ici. Ici des intermédiaires autour d'une cour. On a appelé ça, nous, le béguinage, parce que bon, il y a une espèce de sous-intériorité, je dirais, à l'intérieur du grand système. Ici de la maison individuelle. Elle aussi contrainte de se reculer avec son garage, etc. Mais là aussi, il a fallu constituer une continuité le long de la voie. Et puis des logements intermédiaires ici en L qui s'adossent en fait sur la limite arrière de la parcelle. Et donc, il faut juste signaler qu'ici, au rez-de-chaussée de cet immeuble-là, il y a 9 studios pour personnes très, très fortement handicapées, dont certaines ne peuvent même pas se déplacer seules. Et donc, on nous a demandé pratiquement une espèce de micro-institution hospitalière. Il fallait donc faire en sorte que ça puisse, disons, s'intégrer au programme résidentiel plus ordinaire de 3F. Et ici, on a une salle. Ici, dans cette partie-là, il y a une salle commune qui est affectée à ces personnes pour qu'elles puissent prendre leur repas ensemble, etc. Voilà, il y a un bout de façade. Bon, ça, c'est les plans. On ne va peut-être pas non plus rentrer dans le détail. Ce que je voulais dire, la combinaison typologique, fortement contextualisée pour insérer les constructions entre les arbres. Ça, c'est les maquettes du concours. Et voilà des vues. Alors là aussi, on est en bois, en bois pour tout ce qui est individuel et intermédiaire, et mixte, c'est-à-dire béton pour les structures et bois pour les enveloppes, pour les immeubles collectifs. Donc ça, c'est le fameux béguinage dont je vous ai parlé, où ce sont en fait des maisons particulières qui possèdent leur propre escalier à partir de l'espace commun et qui se superposent à d'autres maisons qui sont accessibles directement aussi à partir de la cour. Voilà, d'autres vues. Et là, on perçoit déjà... Alors ça, c'est un des immeubles collectifs donc qui borde la voie principale.
Ça s'appelle l'avenue de Longjumeau. Ça, c'est à l'arrière, donc côté est, où il y a un des ensembles boisés les plus constitués, donc il a fallu évidemment préserver. Voilà, vous voyez d'autres arbres. Ça, c'est les maisons qui s'alignent avec leur garage, etc. Donc ça, c'est un peu complexe, mais ça participe un petit peu de l'ambiance du projet. Voilà, et alors, évidemment, toute la circulation interne, vous l'avez vu sur le plan, s'effectue par un chemin bordé d'arbres qui distribue de part et d'autre les maisons et les intermédiaires. Voilà, bon, d'autres vues qui montrent un peu comment ces grands sujets ont été intégrés au projet. Voilà. Ça, c'est on l'a 4 fois, ce groupement. Donc on a, je crois me souvenir, 2 logements individuels au rez-de-chaussée, chacun avec son jardin. Et on monte ici un escalier privatif qui distribue une grande terrasse qui est affectée à ce 3e logement qui superpose les 2 autres. Bon, ça, c'est les studios pour les personnes handicapées, leur parking affecté ici parce qu'ils ont des grosses bagnoles pour pouvoir les transporter. Ça, c'est une vue de la rue de Longjumeau. Toute l'idée, là aussi, c'est quand même de ne pas fabriquer quelque chose qui ostensiblement s'oppose à tout ce qu'il y a autour. Bon, ce qu'il y a autour, c'est du pavillon ordinaire, sur sa parcelle, etc. Et le propos, c'est quand même pas de renvoyer à ces gens une image qui serait tellement différente de la leur que ça finirait par les choquer. Voilà, je m'arrête là-dessus. Je vous remercie de votre attention et je peux maintenant répondre. Peut-être quelques questions. Est-ce que vous en avez? Je commence. Moi, puisque vous l'avez abordé, je voulais vous poser la question du prix. Le prix de la construction au mètre carré de vos logements, si vous pouviez nous donner une notion là-dessus. Et deuxième question, l'essence de bois que vous utilisez en bardage. Et j'imagine que vous avez longuement réfléchi à la pérennité de ce bois, que les maîtres d'ouvrage vous posent sûrement la question et les acquéreurs aussi. Comment on protège ce bois? Comment on garantit par rapport à un enduit quel est le traitement nécessaire pour que ce soit pérenne? Alors, le prix, vous avez vu que les projets... Oui, vous m'entendez. Donc le prix, les projets, ils s'étalent sur une période assez longue. Je crois que le projet que je vous ai montré de Chanteloup, il est de 2008-2009, quelque chose comme ça. Et là, ça fait donc une dizaine d'années déjà. On est passé à quelque chose qui tourne entre 1600 et 1650 pour le premier projet. À aujourd'hui, ici, on doit être à quelque chose comme... on doit frôler les 1900, quoi. Alors donc on est le mètre carré habitable. Donc on est en région parisienne. Donc les prix ne sont pas du tout les mêmes qu'en province. En plus, ils ont tendance maintenant à augmenter pour des raisons que vous savez, c'est-à-dire plus de travail, une relance à l'évidence de la construction. Et donc les entreprises sont beaucoup plus souvent sollicitées et donc elles n'ont pas du tout tendance à consentir des prix plus attractifs. Nous, d'une façon générale, on va même jusqu'à refuser des opérations qui ne garantissent pas au moins aujourd'hui quelque chose comme 1700 € le mètre carré en région parisienne. VRD compris ou sans VRD? Pardon? VRD compris? Alors, c'est hors fondation spéciale, avec les VRD quand même, en général. Encore que, par exemple, quand on a des parcelles comme ça, qui posent des problèmes énormes de remaniement, d'équipement interne, d'aménagement paysager aussi, etc. On essaye toujours de faire valoir que ça va certainement coûter plus cher qu'une opération sur laquelle il n'y a quasiment pas de VRD. Et là, on est en système constructif CLT et compagnie. Ouais. 1700. Ouais, là, en l'occurrence, oui, qui est légèrement plus cher que la construction traditionnelle. Alors là, pour la deuxième question sur le bois, vous avez vu que la première opération a été laissée en bois naturel. Maintenant, il est en train de griser. Ça, c'est sous l'influence directe du maire. Le maire, on lui a présenté donc ce traitement, qui est un traitement, en fait, qui est un pré-grisement par application d'une imprégnation colorée, grise,
dont on a l'expérience et qui, en fait, peut durer au moins une dizaine d'années sans être repris, qui pourra être éventuellement réappliqué ultérieurement, encore que ça implique d'échafauder, etc., évidemment. Mais en tout cas, voilà, on sait que ça peut tenir au moins une dizaine d'années. Mais le maire de Chanteloup, en l'occurrence, sachant que c'est une opération en bois, voulait absolument que cette construction s'exprime comme telle. Et donc, on n'a pas réussi à le convaincre. On lui a présenté l'échantillon, etc. Et on n'a pas réussi à le convaincre. La politique de 3F, qui par ailleurs gère ses logements et donc gère aussi les rapports qui ne sont pas forcément faciles avec les résidents, et de satisfaire, quelle que soit la revendication du maire, leur principe, c'est de satisfaire ces revendications pour des raisons assez compréhensibles. C'est que ils veulent pouvoir obtenir d'autres opportunités, d'autres terrains dans la commune, etc. Donc ils ne veulent pas ouvrir, on va dire, un conflit sur ces questions. Donc nous, on a accepté de le faire en le prévenant, en disant, vous savez, ça va vieillir, ça va griser, ça va être disparate, certaines faces vont noircir, d'autres vont rester au contraire plus claires, etc. Donc sachez-le. Bon, il a fait un peu la sourde oreille. Entre-temps, on l'a revu, évidemment, et il a dit, j'aurais dû peut-être vous écouter. Enfin, il regrette un tout petit peu que... D'accord. Et quelle essence, vous avez dit, de bois? C'est quelle essence de bois? Alors, l'essence, c'est du Douglas. Là, en l'occurrence, c'est du Douglas, qui est en fait l'essence la plus communément utilisée pour faire du bardage. C'est la plus économique, c'est une essence donc indigène. Et on peut aussi faire en mélèze. Mais toutes les essences dites exotiques, y compris le red cedar, par exemple, on a fait des constructions en red cedar, ces essences-là, on ne peut plus les préconiser, et, bon, à juste titre, dans la mesure où, d'abord où elles sont très chères, et d'autre part où elles viennent du Canada, en l'occurrence le red cedar, et donc du point de vue environnemental, c'est pas particulièrement indiqué, quoi. Donc on s'en tient effectivement à des essences locales, et en l'occurrence le Douglas aujourd'hui, c'est ce qui se fait le plus fréquemment. Très bien. Bon, là, je vous ai montré des opérations en bois, mais il nous arrive en fonction de la situation urbaine, à vrai dire, c'est un des éléments du choix, on préconise d'autres types de matériaux, et en général des matériaux pérennes, et en l'occurrence de la brique. On travaille beaucoup avec des systèmes de double mur. Donc, si possible, alors, il y a aussi une autre préoccupation, c'est essayer de réduire au maximum l'usage du béton, de ne l'utiliser que là où il est absolument indispensable en structure, et ensuite de passer plutôt avec des matériaux légers, y compris quand il y a un double mur, avec de la brique alvéolaire et un contre-mur en brique massive, ventilé, et dans le meilleur des cas, avec l'isolation par l'extérieur. Donc ça aussi, c'est à chaque fois l'objet d'une bataille qu'on essaye d'en remporter. C'est pas toujours facile, mais parce que systématiquement, évidemment, on nous propose de remplacer la brique par de la plaquette mince, etc., etc. Et on essaye de faire comprendre que le processus constructif, il fait aussi partie du projet, et que voilà, on ne peut pas être indifférent. Il n'y a pas que l'aspect final de la construction qui compte, même si on peut éventuellement arriver à des résultats, on va dire, à peu près satisfaisants avec ces revêtements minces. Pour nous, c'est fondamental que le processus constructif disons, participe de l'élaboration du projet et de son identité. Et pourquoi vous voulez éviter le béton? Alors, on évite le béton parce qu'il y a toujours trop de béton. Si on laisse faire, en particulier si vous travaillez avec des majors, c'est clair qu'ils vont vous proposer, d'ailleurs des fois on n'arrive pas à échapper à cette logique-là, ils vont proposer voilà, du béton même là où il n'y en a pas besoin, hein, la boîte 4 faces béton, etc. Alors que les éléments porteurs peuvent très bien être identifiés et donc réduire en fait la quantité de béton. Selon la quantité de béton, le béton c'est un matériau qui est quand même extrêmement dispendieux en termes d'énergie. Et c'est un matériau évidemment humide par définition et qui fabrique, on va dire, des conditions de chantier qui à notre avis sont pas excellentes. Alors que quand vous travaillez en charpente par exemple,
ça fait partie un peu du même raisonnement que je tenais tout à l'heure, c'est-à-dire intégrer le processus constructif dans le projet, c'est considérer en fait que la phase construction soit aussi une phase on va dire, qui soit pas... qui qualifie aussi les choses, et travailler avec des éléments assemblés à sec, c'est en charpente, sachant que la qualification d'un charpentier est toujours quand même plus élevée que celle d'un maçon travaillant avec du béton. Si on pouvait travailler avec la pierre, on le ferait. Je sais qu'il y a Pérodin qui travaille avec la pierre et que c'est un peu sa prédilection. Moi, je trouve ça très courageux de sa part. Et si on pouvait le faire, on le ferait. Mais pour nous, c'est très, très important que le travail soit qualifié sur le chantier. Il peut y avoir du béton très qualifié, d'excellent niveau. Ça nous est arrivé aussi de travailler avec ça, mais c'est très, très cher. C'est presque plus cher que de la charpente telle qu'on en a là. Parce qu'il faut déjà faire un coffrage qui est pratiquement une charpente en soi, quoi. Très bien. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Non, c'est plus en termes d'occupation des logements. Donc c'est des logements qui sont des logements sociaux, là, si j'ai bien compris. C'est du locatif social, c'est ça? Est-ce qu'il y a de l'accession? Est-ce qu'il y a des opérations comme ça de maisons ou de logements groupés qui sont destinés à des acquéreurs? Alors, les trois que je vous ai montrés, c'est le logement social. Et d'ailleurs, il faut savoir que la réponse 3F n'affecte pas les logements. L'affectation des logements est en fait décidée par une sorte de, si j'ai bien compris, parce que je n'ai pas forcément tout compris, par une sorte de regroupement des diverses institutions, notamment le 20%. Vous savez que le 3F, son principal actionnaire, c'est Action Logement, qui est l'ancien, celui qui est le 1% patronal. Donc, à partir de cette contribution patronale donc, à Action Logement, ça donne le droit donc, aux chefs d'entreprise à un contingent de logement à la hauteur de ce qu'ils ont financé. Après, il y a le préfet qui attribue, il y a la mairie qui attribue, etc. 3F ne fait que gérer et construire, gérer les ouvrages et gérer ultérieurement ces ensembles. Et donc, ils n'ont pas du tout la main sur l'affectation des logements. Donc, à un moment, ça nous échappe. Mais pour ce que j'en ai vu, sur ces opérations-là, les populations qui sont accueillies sont effectivement des populations très modestes, beaucoup d'étrangers, donc des gens handicapés, comme je vous l'ai dit. Il y a un contingent, il s'avère même que dans une opération bien terminée à Paris, il y a un pourcentage, je ne me souviens plus exactement combien, enfin une dizaine, une quinzaine de logements affectés à des familles qui étaient entièrement sans domicile pratiquement, via une association qui leur donne. Donc c'est vraiment du logement social au sens, je dirais, orthodoxe du terme. Alors pour ce qui est de l'accession, on n'est pas véritablement, je dirais, sollicité par les promoteurs de logements en accession. On a fait une opération importante dont j'ai parlé à Saint-Jacques-de-la-Lande, dans la banlieue de Rennes, pour, en l'occurrence, que je dise pas de bêtises, il y avait à peu près 190 logements en accession, à la fois individuels, collectifs et intermédiaires. Et là, ce qui est très curieux, en même temps c'est inscrit dans le dispositif d'aide, disons, et de défiscalisation des pouvoirs publics, c'est que peut-être 30% de ces logements sont acquis par des investisseurs. Et ensuite reloués à des gens qui cherchent un logement. Donc c'est du quasi-logement social. Et les autres, des acquéreurs modestes, qui cherchent des petites surfaces. Là, en l'occurrence, à Saint-Jacques-de-la-Lande, on a construit, je crois que c'était la première fois qu'on construisait des maisons de 3 pièces. Des maisons individuelles de 3 pièces avec un jardin. Donc ça, c'est un produit, entre guillemets, c'est pour ça qu'il qualifie
genre de choses. Ce produit-là, il l'avait jamais fait, donc il s'avère qu'ils ont trouvé une clientèle. C'est des couples, même sans enfants, ou des jeunes couples avec très jeunes enfants, qui acquièrent pour la première fois une maison à 5 heures de rez-de-chaussée, 3 chambres. Il faut savoir que les 3 pièces avec ce promoteur, c'est 57 hectares. Donc c'est tout petit, il n'y a pas un seul couloir, tout est distribué par le séjour. C'est des plans extrêmement efficaces et extrêmement compacts. Et là, on est en train d'engager une opération qui est extrêmement laborieuse avec ICAD. Le CICAD, c'est un énorme promoteur donc fidèle à Caisse des Dépôts, qui eux ont des critères aussi invraisemblables de conception, de programmation de logement, et où là, on s'arque le bout pour essayer de sauver tout ce qu'on peut sauver, sachant que là, c'est beaucoup plus redoutable qu'un bailleur social. Pour dépasser le niveau moyen, je dirais, de la qualité des opérations. Donc effectivement, les conditions pour construire ça en accession à la propriété sont rarissimes. C'est la vraie alternative à ce dont on parlait, là, les lotissements de logements individuels, c'est un peu celle-là, c'est aussi pour les acquéreurs. Alors il y a aussi la dimension, je n'ai pas trop parlé de ça, la dimension idéologique, c'est-à-dire que alors, quelle est la part du spontané et de l'acquis, si je puis citer. Il y a évidemment toutes les campagnes de promotion de ce type d'habitat, etc. Et c'est vrai qu'une famille qui veut acquérir sa maison, périurbaine, elle rêve d'une maison totalement indépendante. Et ça renforce cette histoire de non-mitoyenneté, de recul, de retrait et de maisons dont on peut faire le tour. Et ça, c'est absolument dramatique. Il y a très peu d'exemples d'opérations groupées, telles que celle-là, qui seraient offertes, encore que, à mon avis, ça devrait pouvoir se faire à partir du moment où l'opération existe, et où on fait visiter les choses aux gens, et les gens devraient pouvoir être convaincus que finalement c'est d'assez bonne qualité et qu'ils peuvent... et puis la contrepartie du grand espace central dont vous avez parlé à plusieurs reprises. Non, moi je suis persuadé, mais il faut inverser, parce que les gens, aujourd'hui, comment ils font? Ils acquièrent une parcelle, et après, ils acquièrent, ou ils font construire une maison en la choisissant sur catalogue, en passant par un constructeur, etc. Il est beaucoup plus rare qu'un investisseur réalise ça, et ensuite se mette en quête, y compris même sur plan, d'acquéreur. C'est pour ça que je pose la question, parce que je pense que c'est rare, effectivement. Je pense que c'est très rare. Donc il faut compter sur le logement social pour faire la démonstration que c'est faisable, d'une part, et que d'autre part, c'est nettement préférable, je dirais, à ce que je vous ai montré, évidemment, que vous connaissez tous, le lotissement de maisons. Donc, on peut continuer cette discussion autour d'un verre qui nous attend. Juste pour finir, donc, il faut pouvoir compter sur le logement social et les bailleurs sociaux. On espère qu'ils vont continuer à vouloir produire de la qualité expérimentée. C'est un peu ce qui nous inquiète actuellement. Et pour ça, j'avais marqué une phrase, je pense que c'est bien positif de citer notre ministre de la Culture, qui aimerait qu'on réfléchisse, qui a constitué une équipe sur le sujet, que renforcer le désir d'architecture chez les citoyens, tout en promouvant une architecture de qualité. Donc, vaste programme. Je pense qu'on va tous ensemble y arriver. Avant de se quitter, ou plutôt aller ensemble boire ce verre de l'amitié, je voulais remercier Jules Mansart et le collectif Cancan pour l'installation donc, des cartes de A+T que vous avez pu apprécier à l'entrée. Et nos permanents à la Maison d'Architecture sans qui on ne pourra pas organiser, surtout avec des conférences de cette cadence-là, ici. Et merci beaucoup à Jean Harari d'avoir accepté notre invitation. Les 2 prochains rendez-vous, c'est toujours aussi dense. C'est le 20 juin, le mercredi prochain. Dominique Boudet, critique d'architecture, présentation de livre coopératif de logement à Zurich. Donc, ça va se passer ici, au 308. Et parce qu'on avait, au départ, c'était prévu que ce soit hors mur.
Et le 27 juin, Xavier Leibart, architecte enseignant à l'école d'architecture de Bordeaux, qui sera accompagné d'une exposition sur l'architecture brutaliste qui va être inaugurée le même jour. Voilà, merci beaucoup.